BCG-S4, module I241. Donc, dans le premier chapitre, on a présenté les concepts en relation avec les bases de données. On a défini les bases de données, les systèmes de gestion des bases de données. On a ensuite parlé un petit peu des historiques des bases de données. Et ensuite, on a présenté l'avantage des bases de données. Dans ce chapitre-là, donc, on va voir le modèle conceptuel des données. Donc, la modélisation est l'étape initiatrice de processus de conception d'une base de données. Elle permet d'abstraire le problème réel pour en faire une formulation qui trouvera une solution dans le cadre technologique d'une base de données. Plusieurs modélisations internationales et intermédiaires ont été utiles. Donc, nous, on va utiliser la méthode Meurize, donc, qui est constituée de plusieurs niveaux. Le niveau conceptuel qu'on va voir maintenant dans ce chapitre, le modèle organisationnel et le modèle logique et le modèle physique. Donc là, dans la dernière séance, on a parlé de modèle interne, le modèle externe des bases de données. Donc, dans le premier module conceptuel, c'est le modèle physique des données. Donc, on organise une base de données sous forme d'un organigramme. Et dans le modèle logique, donc on organise les données sous forme des relations, c'est-à-dire on prépare à des tables dans les bases de données. S'il vous plaît, quelqu'un a oublié d'éteindre ou bien de désactiver le micro. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Donc, dans le modèle, ou bien le niveau physique, donc on a parlé des bases de données, ou bien des tables SQL. Au niveau conceptuel, donc le modèle conceptuel des données décrit les entités de modèle réel. Donc, on décrit les données qu'on a dans le texte, ou bien qu'on a dans la réalité sous forme des objets, ou bien les propriétés et les relations, indépendamment de toutes les techniques d'organisation d'implantation de données. Ce modèle se concrétise par le schéma d'entité-association. On appelle ce modèle-là le modèle entité-association. C'est-à-dire, on trouve les entités et on trouve les associations, représentant la structure du système informatique de point de vue des données. Juste, on modélise d'une manière abstraite. Dans le niveau organisationnel, donc ce niveau-là a comme mission d'intégrer l'analyse critères liés entre l'organisation d'études. Le MOD fera préciser la notion temporelle, c'est-à-dire comment les données sont organisées, comment les entités sont organisées, donc comment peut-on accéder aux données. Donc on ne s'intéresse pas dans notre cours à ce niveau-là. Donc dans le chapitre qui va bien, donc on va voir le modèle logique des données et ensuite on va voir le modèle physique de données. Dans notre chapitre présent, on va voir l'MCD ou bien le modèle conceptuel des données. Donc la partie 1 de ce chapitre-là, c'est comment concevoir un modèle de données. Donc quels sont d'abord les composants de ce modèle conceptuel de données? Donc le premier composant, c'est les entités. Donc le modèle conceptuel est un élément le plus connu de Meurize et certainement le plus utile, c'est-à-dire on a bien construit le MCD, on a bien modélisé notre MCD, on va voir un modèle logique bien organisé, et on va voir une base de données bien organisée ou bien modélisée. Donc
il faut concentrer sur la construction de l'MCD. Elle permet d'établir des représentations claires des données, du système informatique qu'on veut modéliser et définir les dépendances fonctionnelles entre les données, c'est-à-dire on modélise les données et on détermine les relations entre ces données-là. C'est, comme j'ai dit, c'est l'élément de base utilisé pour la représentation d'un MCD. Donc, dans ce MCD-là, on s'intéresse à la construction des objets ou bien les entités. On s'intéresse aussi à les associations ou bien les relations entre ces données-là ou bien ces entités. Et ensuite, les propriétés de chaque entité. Donc, c'est quoi d'abord une entité? Donc, l'entité est l'objet ou bien une chose concrète ou bien abstraite qui peut être reconnue distinctement et qui est caractérisée par son unicité. Par exemple, une table, une porte, une personne, une école, un enfant, une classe, etc. Donc, c'est les objets. Soit ils sont concrètes, soit ils sont abstraites. Ils sont connus par leur unicité. Par exemple, Ahmed Sfrewi, donc c'est une entité. Le rouge et le noir, c'est une entité. Et Mercedes, c'est une entité, etc. Maintenant, le type d'entité. Il désigne un ensemble des entités qui possèdent une sémantique et des propriétés communes. Par exemple, Ahmed Sfrewi, Balzac, ce sont les deux, les écrivains ou bien les auteurs. Le rouge et le noir et d'autres livres, il appartient à type entité livre. Mercedes et d'autres automobiles, ce sont des voitures, etc. Donc les personnes, donc ils représentent Ahmed Sfroui et d'autres auteurs et aussi d'autres personnes. Les livres, ils représentent le rouge et le noir et d'autres livres. Les voitures, ils représentent les Mercedes et d'autres automobiles. Donc, la représentation graphique d'une entité personne sans ses propriétés associées est faite en utilisant un rectangle comme dans cette figure suivante. Par exemple, là, si on a là les personnes, c'est une entité, livre, une entité, et les voitures, c'est une entité. Donc, chacune de ces entités doit être représentée séparément d'autres. Comment faire graphiquement? Donc, on trace un petit rectangle et on écrit à l'intérieur de ce rectangle le nom de l'entité ou bien de type entité. Par exemple, personne. Donc, ces entités, elles ont des valeurs. Par exemple, une personne, elle a ses propriétés. Donc, on l'appelle l'attribut ou bien propriété ou bien valeur. Mais généralement, on utilise les deux premiers sont les plus utilisés, l'attribut ou bien propriété. Donc, un attribut ou bien propriété est une caractéristique associée à une type entité. Précédemment, on a parlé de la personne. Quelles sont les valeurs ou bien les propriétés qui peuvent distinguer une personne d'une autre? Donc, ces valeurs sont par exemple le nom, le prénom, la date de naissance et d'autres attributs. Par exemple, le genre, le lieu de naissance, le numéro de la carte nationale. S'il s'agit d'un étudiant, le CNE ou bien le code national de l'étudiant, etc. Donc, comment représenter ces attributs? Donc, on trace un rectangle de la personne ou bien de l'entité personne et on ajoute là
un autre rectangle qui contient tous ces attributs. Donc, juste au-dessus et séparé avec un trait. Donc, maintenant, on passe à l'identité ou bien la clé. Donc, le rôle de la clé, c'est distinguer ou bien il permet d'identifier une entité parmi les autres. Donc, un identifiant ou bien la clé est constitué par un ou plusieurs attributs, c'est-à-dire c'est l'un des attributs, soit le nom, soit le prénom, soit, comme on a dit là, donc c'est le nom, l'identifiant, il existe là. Soit le nom, soit le prénom, soit la date de naissance. Donc, par exemple, le CIN, le code de la carte d'identité nationale pour nous les Marocains. Donc, chacun de nous a un numéro de la carte d'identité nationale. Quel est le rôle de ce code-là? Donc, il permet de distinguer une personne d'une autre. Donc, comment l'ajouter dans la représentation graphique de l'entité? Donc, on écrit la personne dans un rectangle. On ajoute au-dessus les attributs, par exemple, le nom, le prénom et la date de naissance. Mais là, on souligne l'identifiant. Donc, maintenant, j'ai un exercice, ou bien je veux lire ces données-là. Donc, la personne, c'est quoi? C'est l'entité. Il a les attributs, le CIN, le code d'identité nationale. Il a le nom, il a le prénom, il a la date de naissance. Quel est l'identifiant ou bien la clé? C'est le CIN. Ou bien, donc on peut trouver un identifiant composé de 2 ou bien de 3 ou bien de 4 attributs. Donc maintenant, si on n'a pas, par exemple, si on n'a pas CNE, on peut souligner le nom et la date de naissance. C'est-à-dire, la chose qui ne va pas se répéter d'une personne à une autre, c'est le nom en plus de la date de naissance. C'est rarement qu'on va trouver une personne ou bien deux personnes qui ont le même nom et en plus, ils ont la même date de naissance. On passe maintenant à l'association. Donc l'association ou bien la relation, c'est un lien entre plusieurs entités. Au moins, on a deux. Donc, un type association ou bien type relation désigne un ensemble des relations qui possèdent les mêmes caractéristiques. Le type association décrit un lien entre plusieurs entités. Par exemple, là, on a l'entité personne. Il a les attributs CNE, CN, le nom, le prénom, l'âge. Et là, on a le livre qui a l'entité livre, qui a les attributs, le code ISBN, le titre et le prix. Ces deux entités-là, ils sont reliées par une relation ou bien une association être-auteur. Par exemple, l'auteur tel a écrit le livre tel. Ou bien on peut lire de côté livre, le livre tel est écrit, ou bien à l'auteur tel. Donc maintenant, on passe aux cardinalités. Donc la cardinalité d'une patte reliant un type association ou bien un type entité précise le nombre de fois minimum et maximal l'intervenant d'une entité dans une association. La cardinalité minimale doit être inférieure ou égale à la cardinalité maximale.
Donc, l'expression de cette cardinalité est obligatoire pour chaque patte. On l'ajoute à la proximité de l'entité. Donc, une cardinalité minimale est toujours entre 0 et 1, donc soit 0, soit 1, et la cardinalité maximale est 1 ou bien n. Donc, on précède d'abord les cardinalités minimales, donc soit on met là 0, 1, ou bien là on met 1 et n. Exemple 0, 1, sans les parenthèses. Donc, les cardinalités qu'on a, 0, 1, donc on dit au moins 0 au plus 1. 0n au moins 0 au plus n. Et 1, 1 au moins 1 au plus 1. 1, n, ou bien on dit au moins 1 au plus n. Donc, dans cet exemple-là, on a la personne qui a ses attributs identifiés par le CNE et on a le livre qui a ses attributs identifiés par le code ISBN. Donc, ces deux entités, elles ont une association être auteur. Mais là, on a ajouté les cardinalités. Donc, comment peut-on lire ces cardinalités? On dit qu'une personne peut écrire 0 jusqu'à n livres. C'est-à-dire, une personne n'a pas écrit, peut ne pas être auteur, c'est-à-dire, il n'a pas écrit un livre, ou bien au maximum, il peut écrire n livres. Côté livre, on peut dire que un livre, obligatoirement, il a un auteur, c'est-à-dire minimum un auteur et maximum, dans notre cas, il a un auteur. Donc, par exemple, les romans, ils ont un et un seul auteur. Et une personne peut n'être pas auteur, c'est-à-dire 0, et peut écrire plusieurs livres. Donc là, on les appelle les cardinalités. Donc, on passe maintenant aux associations plurielles. Dans les deux cas, donc on a la personne et on a le module. Donc, s'il s'agit, cette personne, s'il s'agit d'un professeur, on dit qu'il enseigne le module. S'il s'agit d'un étudiant, on dit qu'il est inscrit dans ce module. C'est-à-dire, on a deux associations ou bien deux relations entre la personne et le module. On écrit la première. Donc, on dit que l'enseignant enseigne ce module-là. Donc, une personne peut enseigner 0 jusqu'à n modules. Un module est enseigné par obligatoirement un enseignant ou bien n enseignants, 2, 3, 4, etc. On passe à la deuxième association. S'il s'agit de l'étudiant, on dit que une personne est inscrite dans 0 module jusqu'à n. Bien sûr, vous allez me dire pourquoi 0. S'il s'agit de professeurs ou bien d'autres, il n'a pas le droit d'inscrire. Donc, on ne va pas dire il n'a pas le droit. Il n'est pas inscrit dans un module. Un professeur n'est pas inscrit dans un module. C'est-à-dire il n'appartient pas à cette relation-là. Ou bien, un étudiant peut être inscrit dans un ou bien plusieurs modules. Et côté module, on va dire que dans un module, au moins un étudiant est inscrit, ou bien plusieurs étudiants. L'association réflexive, c'est-à-dire quand une entité a une relation avec elle-même. Donc, par exemple, la personne a une relation avec elle-même. Comment? S'il s'agit de des parents.
on dit que la personne telle est parent d'une personne telle. Ou bien, on peut la lire inversement, une personne telle est fils de telle personne. Donc, on va la lire côté parent. Donc, un père est là, s'il s'agit d'un père, il a au moins un enfant, ou bien un enfant, minimum un, et jusqu'à plusieurs, maximum n. Côté enfant, on va dire que un enfant, donc il a 0 parents, ou bien n parents. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu l'entité, l'attribut, l'identifiant ou bien la clé, et l'association, et enfin, les cardinalités ou bien une cardinalité. Donc, on va faire maintenant une révision pour mieux maîtriser ce qu'on a dit. Donc, un étudiant, on va l'appeler quoi? Une entité. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres attributs. Donc, l'entité étudiant, donc pensez un petit peu quels sont ses attributs. Par exemple, le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance, le code de l'étudiant. Voilà donc, le CNE, ou bien le code Massar, le nom, le prénom, le sexe, l'âge, l'adresse, téléphone, etc. sont les attributs d'un étudiant. Comment peut-on maintenant identifier ou bien l'identifiant? Comment peut-on préciser l'identifiant? Est-ce que le numéro de téléphone? Est-ce que l'adresse, l'âge, le sexe, le prénom, le nom, le CNE? Donc, quel est l'attribut qui ne se répète pas d'un étudiant à un autre? Si on prend par exemple le nom de la famille, donc on peut trouver deux étudiants qui ont le même nom de famille. Même chose, le prénom, on peut trouver deux étudiants qui ont le même prénom, Mohamed, Mohamed. Le sexe, donc on a deux genres ou bien deux sexes, le H ou bien l'homme ou bien la femme. Donc, deux catégories, donc impossible de déterminer le sexe, c'est l'identifiant. L'âge, aussi, on peut trouver deux étudiants qui ont le même âge. Et en plus de ça, on peut trouver deux étudiants qui ont la même date de naissance, l'adresse. Donc, ces deux étudiants ont la même adresse, impossible de dire que l'adresse est un identifiant. Et en plus, le téléphone, plus ou moins, le téléphone, maintenant, on peut dire que le numéro de téléphone est un identifiant parce que chacun de nous a son numéro de téléphone personnel. Mais là, revenons au CNE, ou bien le code Massar. C'est impossible de trouver deux étudiants qui ont le même code national, ou bien le code Massar. Donc, on va dire, c'est mieux de sélectionner le CNE comme l'identifiant. C'est bon? Donc, on passe maintenant, comment présenter ça graphiquement? Donc, en utilisant l'MCD, donc l'entité, donc il doit être dans un petit carré ou bien rectangle. On va mettre là l'étudiant et juste au-dessus, on va tracer un autre triangle. On va mettre tous les attributs. Et en plus de ça, on va souligner l'identifiant qui est le CNE. Passons au deuxième exemple. Maintenant, on a un auteur. Donc, c'est l'entité. Quels sont les attributs d'un auteur? Donc, le nom, le prénom, par exemple, l'âge, la date de naissance, le sexe, la nationalité.
Donc ça, ce sont les attributs d'un auteur. Comment peut-on maintenant sélectionner l'identifiant? Est-ce que le nom, le prénom, donc on peut trouver deux auteurs qui ont le même nom et deux auteurs qui ont le même prénom, le sexe aussi, la date de naissance, on peut trouver deux auteurs qui ont la même date de naissance, la nationalité, donc la nationalité, c'est-à-dire le pays, on peut trouver deux auteurs de même pays. La solution là, soit on va ajouter un autre attribut qui s'appelle par exemple numéro d'auteur, et on va donc à chaque fois qu'on va ajouter à notre base de données un auteur, on va lui donner le nom 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, c'est dans notre choix. Dans ce cas-là, on a garanti que le numéro d'auteur, il n'est pas répété d'un auteur à un autre. Ou bien, on peut sélectionner deux attributs, par exemple le nom, et on va lui ajouter la date de naissance. C'est rarement qu'on va trouver, on va minimiser le cas de trouver deux auteurs qui ont les mêmes identifiants ou bien les mêmes clés. Donc là, on a juste minimisé. Si dans notre base de données, on a trouvé que deux auteurs ont le même nom et la même date de naissance, soit on va ajouter le prénom ou bien on va passer à la solution que j'ai dit précédemment. On va ajouter là un autre attribut. On va l'appeler le numéro ou bien le code de l'auteur. Donc, en passant à l'MCD, donc comment peut-on tracer l'entité auteur? Donc, on va tracer là un rectangle qui s'appelle auteur. Au-dessus, on va ajouter tous les attributs et on va souligner l'identifiant. Donc, maintenant, on passe à l'exemple de l'association. Donc, on a l'auteur et on a un livre. De même manière, donc on va déterminer les attributs de l'auteur. On va sélectionner l'un de ces attributs comme identifiant. Et même chose pour un livre. On va déterminer les attributs d'un livre, par exemple le prix, le type ou bien le genre littéraire. Donc ça, les entités. Donc, mais ces deux entités, elles ont une relation. Donc, écrire. Donc, un auteur a écrit un livre. Ou bien un livre a été écrit par un auteur. C'est en passant à l'MCD. Donc là, on a l'auteur. Il est identifié par le nom et la date de naissance. Aussi, on a le livre, l'entité livre. Donc, il a les attributs, le code ISBN, le titre, le nombre de pages. On peut ajouter là le prix, le type ou bien le genre littéraire, etc. Donc, on va ajouter, on va copier cette relation ou bien cette association. Là, on dit que un auteur a écrit un livre. Vous remarquez là que j'ai ajouté un attribut à l'association. C'est possible d'ajouter. Donc, si on a, c'est pas obligatoirement de l'écrire. On dit qu'un auteur a écrit un livre dans une année ou bien dans une date. Ou bien un livre a été écrit par un auteur dans l'année. Donc, passons maintenant à l'exemple des cardinalités. On va reprendre le même exemple. Donc, comment trouver les cardinalités là, côté livre et côté auteur? Donc, on va poser cette question côté auteur. Combien de livres un auteur peut écrire? S'il s'agit d'un auteur, au moins il a écrit un livre. Et combien maximum de livres? Plusieurs, c'est-à-dire une. Donc, au moins un auteur a écrit un livre et N.
Côté livre aussi, on va poser cette question. Un livre peut avoir combien d'auteurs? Donc, au moins, un livre a été écrit par un auteur. C'est-à-dire, on va minimum avoir un. Et maximum, donc s'il s'agit des livres scientifiques ou bien de recherche, donc là, on peut trouver plusieurs auteurs qui ont contribué dans ce livre. Et généralement, les livres littéraires, on trouve un et un seul auteur. On va prendre le cas général, un N, c'est-à-dire un livre a été écrit par un seul auteur, maximum plusieurs auteurs. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Question, donnez le nom convenable au champ suivant. Le champ 1, 2, 3, 4, 5. On va passer un par un. Donc, le champ 1, c'est l'étudiant et le module. Comment appelle-t-on ce champ-là? Donc, l'étudiant et le module, très bien, ils sont appelés l'entité. On passe au deuxième champ. CNE, nom, prénom, sexe, etc. Le code de module, le nom, le type, etc. Ils sont appelés les attributs. Très bien. Donc, ce sont les attributs. Troisièmement, c'est, vous pouvez dire, c'est un attribut. Oui, c'est vrai, c'est un attribut. Le CNE et le code de module, c'est un attribut. Mais en plus de ça, il est souligné. Donc, c'est un identifiant. clé. Oui, c'est un identifiant ou bien la clé. Maintenant, on passe au quatrième. C'est la relation. C'est pas la relation, mais c'est les chiffres 1, Cardinalité. 1, N. Donc, c'est les cardinalités, très bien. On passe au cinquième. C'est inscrire, c'est la relation entre le module et l'étudiant. On l'appelle Association. une association. Très bien, c'est l'association. Donc, identifiant, cardinalité et association. Très bien. On va faire un petit exercice pratique. Donc, on va essayer dans cet exercice de créer un module ou bien un modèle entité association. Donc, on va extraire à partir de ce texte tout ce qu'on a besoin. Donc, généralement, c'est ça ce qu'on trouve dans les exercices. Donc, on va lire là l'exercice et ensuite on passe. Donc, au début de chaque année, les élèves inscrits dans l'école doivent fournir leur nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et le genre, c'est-à-dire le sexe. Au moment de l'inscription, un code est affecté à chaque élève. Un élève est inscrit dans une seule classe. Chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Les classes sont connues. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Les classes sont connues par un code et un nom. Pour chaque classe, on peut enseigner plusieurs matières qui sont connues par leur code, nom et type. L'école enregistre les informations des enseignants, le code d'enseignant, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le téléphone. La première question précise les entités et leurs attributs. Comment peut-on extraire les entités dans ce texte? On passe à l'application Word. Donc, je vais agrandir le texte. Donc, il s'agit là d'une petite application de gestion d'une école. Donc, la question ou bien l'introduction à l'exercice, supposons que vous avez à développer. Donc, vous avez à développer une application de gestion d'une école
Par exemple, on va prendre une école primaire pour simplifier les choses. Pour cela, le directeur de cette école a rédigé ce texte. Donc, le directeur qui ne connaît pas comment faire l'MCD vous a donné un texte pour vous aider. Donc, les élèves inscrits dans notre école doivent fournir leurs informations, le prénom, le nom, la date de naissance, le lieu et le genre. Donc, on a là les élèves, on a l'école et on a les informations de quoi? Les informations des élèves. C'est bon? Puisque là, on va gérer une seule école, c'est-à-dire c'est pas la peine d'ajouter l'école comme entité. Donc, on a jusqu'à maintenant, on a trouvé l'élève ou bien les élèves. Donc, on va écrire élève comme ça. Quelles sont les informations des élèves qu'on a dans ce texte? Donc, on a les informations des élèves, le nom, Le prénom. le nom, le prénom jusqu'à le genre. Bon, oui. Oui. Donc, on va prendre ça. Ça, c'est les informations d'un élève. Mais là, on va continuer. Au début de chaque année, donc ces informations sont fournies par les élèves. Au moment de l'inscription, un code est affilié à chaque élève. C'est-à-dire, un code, c'est une information d'un élève. On va l'écrire là. Bon, on passe maintenant. Un élève est inscrit dans une seule classe. Combien on a de classes dans une école? On a plusieurs. Donc, on va ajouter là les classes ou bien la classe. Quelles sont les informations de la classe? Donc, un élève est inscrit dans une classe. Donc, on va passer phrase par phrase. Chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Est-ce que l'enseignant est une information d'une classe? Non. Non. Cette phrase-là, elle détermine la relation entre l'enseignant et la classe. Donc, la classe, on va déduire que la classe aussi, que l'enseignant aussi, c'est quelque chose qui est indépendante de la classe. Donc, chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Les classes sont connues par le code et le nom. Les informations Le code de et la le classe, nom. c'est un code et un nom. Pour chaque classe, on peut enseigner plusieurs matières. Est-ce qu'une matière est reliée avec il est une information d'une classe? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Non, Dieu. Non. Oui, pourquoi? La matière, Elle est indépendante. Très bien, elle est indépendante. Mais là, cette phrase-là, elle détermine la relation entre la classe et la matière. Pour chaque classe, on peut enseigner plusieurs matières. L'école enregistre les informations des enseignants. Quelles sont maintenant les informations des enseignants? Le code d'enseignant, le nom, le prénom, la date de naissance, téléphone, etc. On va prendre ça pour enseignant. Maintenant, si vous remarquez, donc à partir du texte, on a déduit les informations des élèves, des enseignants et des classes. Mais là, la matière, on peut la déduire à partir de notre expérience. Donc, matière, par exemple, il a un code, il a un nom, etc. Ou bien le type, c'est scientifique ou bien littéraire, etc. On va juste écrire le code et le nom. Si vous remarquez là, on a le code, le code, le code. Le nom, le nom, le nom. Et le nom.
Les chiffres sont présentés dans le texte. Oui, mais pour éviter d'être perturbé, on va ajouter code élevé ou bien code élève. Non, élevé, élève, partout. Donc le code de quoi? Le code classe. Le nom de la classe. Le prénom ou bien le nom de prof. Le prénom de prof ou bien d'enseignant. Code enseignant. Comme ça. Date de naissance, même chose. Lieu de naissance, date de naissance. Prénom élève. Élevé. On va écrire juste date naissance, élevé. Lieu naissance, élevé. Naissance, élevé. Etc. Aussi, même chose pour le professeur. Là, même chose pour la matière. Donc, matière. Donc, on a maths. Le nom de la matière. Maintenant, on a répondu à la question 1. Préciser les entités et leurs attributs. Préciser les différentes associations, on n'a pas terminé. Donc, il faut déterminer les identifiants. Donc, on va souligner le code. Le code, c'est rarement qu'il se répète. Donc, pour les élèves, impossible. Les classes, on va donner à chaque classe le code. Même chose pour les professeurs. Et pour les matières, c'est bon. Nom de matière. Préciser les différentes associations entre les entités en ajoutant les propriétés pour les associations porteuses de propriétés. Donc, on va déterminer quelle est la relation là à partir du texte. Est-ce que l'élève a une relation avec la classe? Oui, monsieur, inscrit. Donc, inscrire. Le verbe, c'est inscrire. Quelle est la relation entre l'élève et l'enseignant? On peut dire là, par l'intermédiaire de la classe, un élève est inscrit dans une classe et un enseignant enseigne une classe. Donc, ils n'ont pas une relation directe, c'est indirect. Donc, enseignant enseigne la classe et un élève est inscrit dans une classe. La même chose pour la matière. Une telle matière est enseignée par une telle classe, par le professeur tel. Donc, on va essayer de débrouiller un petit peu. On va prendre un modèle. Là, donc là, on va faire dupliquer la diapo. On commence par l'élève. Donc, élève. Et là, ces informations, le nom, le prénom, le code d'élève, etc., le genre. Là, il a le code, le nom. Pardon. Donc, comme ça, on va supprimer les virgules. On va supprimer la liaison et.
deuxièmement, on a la classe. Donc, on a la classe, on a les informations, bien les attributs de la classe. Ils sont là. Là, on a classe. On a aussi l'enseignant et on a la matière. Pardon. On a l'enseignant. Il a ces informations là. Et ensuite, on a la matière. Voilà. Donc, on a maintenant représenté toutes les entités. Donc, on a l'enseignant, matière, on a la classe, on a les élèves. Donc, on a dit que l'élève est inscrit dans une classe. Donc, inscrire, le verbe c'est inscrire, comme ça. L'élève est inscrit dans une classe. On va prendre l'élève et l'enseignant. Donc, le texte, donc si on relit le texte, on ne va pas trouver une relation directe entre l'enseignant et l'élève. Mais on va trouver, donc chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Une classe et l'enseignant. Donc la classe et l'enseignant. Faire comme ça, donc insertion. Donc le verbe, donc c'est enseigner. On reprend. Chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Les classes sont connues par un nom, un code et un nom. Pour chaque classe, on peut enseigner plusieurs matières. Donc, classe et matière. Donc, le verbe aussi, c'est enseigner. C'est bon? Donc, pour chaque classe, on peut enseigner une ou plusieurs matières. L'école enregistre les informations des enseignants. Maintenant, si vous remarquez, donc on a là deux associations qui ont le même verbe. Donc, ou bien de même type. Donc, enseigner, enseigner. Donc, on peut la laisser comme ça. Ou bien, on peut faire comme ça. Donc, c'est-à-dire, laisser la relation au milieu et faire comme ça. Donc, une classe, dans une classe, on enseigne une ou plusieurs matières par des professeurs. Donc, on peut lire comme ça. Donc, pour chaque classe, on enseigne des matières. L'enseignant enseigne une classe. Donc, et il enseigne bien sûr une matière. C'est bon? On passe maintenant aux cardinalités. Donc, on relit le texte au début. Les élèves inscrits dans une école doivent fournir les informations
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le genre. Au début de chaque année. Au moment de l'inscription, un code est affecté à chaque élève. Un élève est inscrit dans une seule classe. Je souligne là, dans une seule classe. Donc, un élève, au moins, il est inscrit dans une minimum, dans une classe. Maximum, est-ce qu'on peut trouver dans une école un élève qui est inscrit par exemple dans la première année et en même temps dans la troisième année? Donc c'est impossible. Donc on dit 1, minimum 1 et maximum 1. Et côté classe, combien d'élèves sont inscrits dans une classe? Au moins. Donc si on dit 0, il ne s'agit pas d'une classe. Cette classe n'existe pas. La classe qui ne contient pas aucun élève, donc elle n'existe pas. Donc, on va garder 1. Et au maximum, combien d'élèves ont trouvé dans une classe? Plusieurs. Donc, plusieurs élèves peuvent être inscrits dans une seule classe. On passe maintenant à la relation. Chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Donc, côté classe, donc une classe est enseignée au moins par un et plusieurs enseignants. Donc, chaque classe est enseignée par un ou plusieurs enseignants. La classe sont connues par le code et le nom. Pour chaque classe, on peut enseigner une ou plusieurs matières. Donc, cette matière-là, elle peut être enseignée pour une classe ou bien, par exemple, les mathématiques sont enseignées dans la première année, deuxième année, troisième année, etc. Côté enseignant, combien de classes et de matières un enseignant peut enseigner? En réalité, donc au moins 1. Les enseignants actifs, au moins, ils enseignent une classe et une matière, ou bien plusieurs matières. Mais là, on peut trouver 0, n. Si on cherche bien dans la réalité, parce qu'on peut trouver un enseignant, son métier c'est enseignant. Bien sûr, il travaille dans une école, mais son rôle, c'est pas l'enseignement. Par exemple, il est affecté à l'administration, ou bien il fait un travail de directeur, ou bien de surveillant général, etc. Donc, comme ça, donc, on est arrivé à modéliser notre exercice. Donc, c'est un cas simple dont toutes les informations presque elles sont dans le texte. On a retiré les informations des élèves à partir du texte, les informations de la classe à partir du texte et la relation entre l'élève et la classe à partir du texte. Les enseignants et ces informations sont retirées à partir du texte et leur relation entre la classe et les matières à partir du texte. Là, ce qu'on a ajouté à partir de notre expérience, c'est les informations de la matière. C'est le code de la matière et le nom de la matière. C'est bon? Donc, bien sûr, cette modélisation n'est pas terminée à 100%. Donc, il faut la voir, est-ce qu'elle respecte les normes de modélisation, c'est-à-dire les formes normales. Donc, est-ce qu'elle est
dans la première, la deuxième, la troisième et la quatrième forme normale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas les erreurs de modélisation? Donc, on va laisser donc, cette partie-là jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, on va voir la normalisation. Donc, on va voir est-ce que notre réponse est normalisée ou non. Donc, je crois que c'est terminé. Donc, si vous avez des questions, comme toujours, on va laisser donc, presque 10 minutes pour les questions. Oui? Un par un, s'il vous plaît. أستاذ واش خصنا ضروري نكونجيغيو لي فيرب اللي لاسوسياسيون لا 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 لا. طن في l'infinitif. Vaut mieux dans l'association utiliser les verbes. C'est clair? Oui. Vaut mieux utiliser les verbes. On peut trouver les noms, mais vaut mieux utiliser les verbes pour simplifier les choses. D'accord. Oui? Monsieur, pourquoi on ne fait pas donc les relations indirectes? C'est quoi? La relation Pourquoi on ne donc les relations indirectes? indirecte. Ouais. Donc, c'est pas la peine de faire ça. Donc, puisque la classe, puisqu'un enseignant enseigne une classe et un élève inscrit dans une classe, donc, automatiquement, cet enseignant va enseigner cet élève-là. C'est clair? Donc, si on a ajouté la relation entre l'enseignant et l'élève, donc il faut avoir la relation entre l'élève et la matière. Donc, c'est pas la peine. On peut trouver ça. On peut trouver que l'élève est donc est inscrit dans une classe. C'est possible. Et pour une classe, on enseigne une matière. Donc, indirectement, l'élève va lire cette matière-là. Donc, c'est ça le rôle des bases de données. Donc, optimiser les choses. Quand on va voir, quand on a les tables, donc les SQL, donc pour avoir la relation entre l'élève ou bien pour extraire tous les élèves qui lisent ou bien qui prennent des cours d'une matière, par exemple maths, donc il faut passer par l'intermédiaire de la classe. Donc, c'est-à-dire, on fait les deux requêtes. On cherche les matières enseignées on cherche les matières enseignées pour cette classe-là. Et pour cette classe-là, on va rechercher les élèves qui sont inscrits, c'est-à-dire on va les joindre. C'est bon? D'autres questions? Merci. Oui, il y a celui qui écrit les textes. J'ai pas de temps pour lire tous les textes. Pourquoi on n'a pas fait l'association d'inscription entre l'étudiant et l'école et on a fait entre l'étudiant et la classe? Pourquoi on n'a pas fait association d'inscription entre l'étudiant et l'école? Donc, pourquoi on n'a pas fait l'association école? Donc, puisqu'on est dans une seule école, on ne va pas insérer l'association ou bien créer une association école. Quels sont les attributs qu'on va ajouter dans le nom de l'école? Combien de lignes ou bien d'informations, combien des écoles qu'on a? On a une seule. C'est pas la peine de créer une table ou bien une entité. Donc, si on a une seule information, par exemple, on a une seule école, c'est pas la peine de créer sa table.
Donc, si on a plusieurs écoles, là, on va créer son entité et par suite, en SQL, on va créer sa table. Tu as dit Rahom, identifiant Rahom, Kate, Carro. Donc, pardon, oui, la question est d'abord. Pourquoi on n'a pas fait l'association entre l'enseignant et l'élève? Donc, j'ai dit ça. On a cette association. L'enseignant et l'étudiant sont reliés indirectement par l'intermédiaire de l'entité classe. Donc, un enseignant enseigne une classe. C'est clair? Par exemple, la classe 4e année est enseignée par le professeur Mohamed. Pour voir est-ce que l'enseignant Mohamed donc enseigne un élève, on va chercher est-ce que un élève est inscrit dans cette classe qui est enseignée par ce prof. Donc là, on a double requête ou bien double recherche. On cherche est-ce que l'enseignant enseigne une classe et ensuite est-ce que cette classe contient ou bien l'élève tel. Donc une question qui est écrite. Donc tu as des Rahom identifiés. Donc j'ai dit l'identifiant ما خصوش يتكرر. دونك الا كان كيتكرر دونك الا عندنا في لو كا ديالنا شي حاجه اللي كتكرر من ليتيديون بيان من موديول لموديول او بيان من لونتيتي اون جينيرال ما خصوش يكون ايدونتيفيون. علاش؟ لحقاش هو الوحيد باش غادي تقلب فيه بلا باز دوني. الحاجه اللي ما كتكررش هي لا كلي، هي باش غادي نقلبوا عليه في لا باز دوني. Donc, par exemple, pourquoi on ne prend pas le nom? Le nom de la famille, si on cherche dans la faculté, on va trouver plusieurs étudiants qui ont le même nom de famille. Si on associe le nom de la famille et l'âge, c'est rarement qu'on va trouver ça. قللنا واحد شوية. إلا كاينين donc خصنا نحيدوهم ولا نزيد عليهم une autre information. Ou bien donc هو le cas le plus utilisé. Donc il ما عندكش l'identifiant في le texte غادي دير code le nom de l'association, le nom de l'entité. Par exemple, le code de matière, le code de l'enseignant, le code de ملي غتجي تاجوتيهم في لا باز دوني تعطيهم 1 2 3 4 etc. ولكن يقدر يتكرر من هاد لونتيتي لهاد لونتيتي ماشي مشكل غير ما يكونوش الداخل ديال لا ميم اونتيتي. مثلا لو كود دونسينيون خدا واحد ولو كود دو ليليف خدا واحد، هذا راه ما سميتهاش تكرار لحقاش مستقلين بيناتهم. المشكل هي الا عندنا واحد لونسينيون عنده في الرقم ديالو واحد وجاي مورا واحد الاستاذ بغى يتسجل حتى هو عطيناه واحد. دونك لا كيسيون الا قلت لكم قلبوا على الاستاذ اللي عنده الرقم واحد غادي تلقاو جوج، دونك ماشي ايدونتيفيون. ولكن الا عندي كما سبقت قلت لونسيون عنده الرقم واحد وليتيديون عنده رقم واحد ماشي تكرار. علاش؟ لحقاش غنطرحوا السؤال قلب ليا على ليتيديون اللي عنده رقم واحد. الا بغينا لي زيتيديون الا بغينا لي زونسينيون قلب ليا على الاستاذ اللي عنده رقم واحد. ما كاينش هنا مشكل. On passe à la question suivante. Monsieur, pourquoi d'autres questions? Bah, c'est pour ça on n'a pas prendre les codes. Vous avez des questions ou pas? Pas de questions? Donc on va quitter. Donc avant de quitter, donc je vais vous envoyer donc un TD à faire. Donc chez vous. Donc voilà, donc vous allez faire ce TD-là. S'il vous plaît, essayez de travailler. Donc c'est comme vous suivez des cours normalement. Donc on a le même
presque les deux exercices. Donc, c'est le même de l'exercice d'application qu'on a fait. Donc, vous essayez de répondre sur une feuille. Vous allez me scanner ou bien m'envoyer dans mon email vos réponses. Donc, s'il y a des lacunes, on va discuter ça avant de commencer le chapitre ou bien avant de commencer la partie suivante. Et merci. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.